Bon, il faut que j'y aille à bâton rompu, car il ne faut attendre aucune systématisation, et non pas de ma part, mais les conditions s'empressent, disons. Commençons par l'étymologie alors. Qu'est-ce que je disais? Réputation, le mot réputation, et parfois je cherche l'un des mots que je cherche, et en turc aussi on utilise un mot très ancien, ottoman, itibar, c'est juste ce qui couvre le mot réputation, c'est itibar. Alors j'ai analysé plutôt le mot réputation. Il y a un put là dans la réputation. Effectivement, synonyme, c'est renommé. Pas tout à fait. Donc, s'il y a un put, donc le nom, mais le nombre de put. Voilà un bon commencement pour la réflexion. Mais la loi de nom, c'est autre chose. La loi du corps, c'est autre chose. Et je sais que dans la réputation, il y a un certain pudenta qui concerne les parties corporelles, Chanel. Eh bien, le nom, ça ne fait pas partie de ces choses-là. C'est un autre registre de loi, renommé. Donc, réputation recouvre donc deux domaines, corporel et de l'ordre de lexis. Nomos, c'est bizarrement nomos veut dire en turc ou en arabe, ben, c'est un peu réputation. Nomos, c'est pas seulement la loi, comme en grec, mais namus, c'est le pire des choses qu'on puisse imaginer chez les familles musulmanes. Ça veut dire la pudenta totale, intégrité de pudenta dans une famille, chez la femme, c'est à l'homme, au fils aîné, qui revient à la surveillance, vigilance, etc. C'est une chose d'homme, donc nomos, concernant la femme, concernant le corps de la femme, à travers le renommé de l'homme. Le nom de l'homme, donc, registre d'un homme, nomos, c'est mâle, de l'ordre de masculinité. L'ordre du corps, c'est de l'ordre le charnel, fusis, soit maternel, soit conjugal. Donc, quand je dis conjugal, il y a une jonction. Donc, une jonction, c'est légal, l'égalitaire. Voilà la loi surveille sur notre corps, sur notre pudenta. Réputation, c'est assez. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le mot, voilà encore dans le sharia islamique, le mot pour dire divorce, ce n'est qu'une parole prononcée, proférée par l'homme, par le mari légitime, légal, donc qu'on appelle en français répudier, répudier la femme. On ne répudie jamais l'homme. On peut porter plainte contre le mari dans un tribunal islamique, mais ce n'est pas du tout répudier. Répudier, c'est quelque chose hors et avant et au-delà de la justice. Ce n'est pas une affaire de l'État et de tierces parties, mais entre deux personnes de sexe opposé et liées par un engagement sur parole devant un tiers sûrement religieux laïque, voilà le mot juste, des témoins ordinaires, des proches, donc des témoins. Devant le témoin, donner la parole à quelqu'un suffit pour se marier. Alors, mariage est donc facile, réputation, répudier, mais je me demande si le verbe répudier devient en substantif, non pas réputation, mais répudiation. Je ne sais pas, peut-être que ça n'existe pas, un substantif
peut-être que ce n'est qu'une réputation. Voilà, il y a une confusion là qui m'intriguait avant de commencer. Maintenant, c'est devenu clair et net. Comment on peut substantifier l'acte répudié qui n'est que de l'ordre intime, une parole proférée dans n'importe quel moment de la journée, du mois, de l'année. Voilà, d'un jour au lendemain, vous pouvez rester sans mari. Et l'acte performatif par excellence, donc speech act, c'est divorce islamique. L'un des exemples éclatants qu'on ne donne jamais, Austin n'a jamais donné, ni Derrida d'ailleurs. Peut-être que les choses ne sont pas si simples, et dans les siècles ultérieurs, effectivement, il y a un droit de porter plainte le mari, comme quoi il veut ou il est en train de répudier. Parce que pour que la réputation, disons, soit complète, il faut prononcer cette phrase 3 fois. 3 fois d'une manière consciente. Donc, dans la deuxième fois, avant le troisième, on peut porter la plainte. Mais après le troisième, je crois qu'il n'y a pas d'appel. Voilà des choses que je ne maîtrise pas absolument, mais c'est très bien connu. Peut-être qu'il y a des divergences et des nuances différentes dans la pratique de divorce et de mariage islamique. Les choses ne s'appliquent pas comme j'ai exposé. Ça s'applique dans les pays laïcs, dans les pays modernes musulmans, autrement, selon l'ordre de la loi établie, etc. Mais la chose intrigue est très bien connue et très étendue. Presque tout le monde est au courant, mais ça ne s'applique pas. Mais ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, ça va s'appliquer. Ce qui nous intéresse plutôt de l'ordre anthropologico-juridico-ontologique des choses, des capacités et différences sexuelles concernant pudenta. Pudenta veut dire donc à la fois pudenta, du côté de femme, c'est ça, c'est sa virginité ou intégrité, fidélité au mari. Donc namus a une signification pour la femme aussi, c'est intégrité corporelle et surtout corporelle. Mais on ne s'occupe pas trop du côté de ce qui se passe dans la tête concernant l'infidélité, des pensées, images infidèles, ça se compte pas. Je n'ai jamais entendu parler de se disputer. Donc côté intérieur, c'est complètement mis en parenthèse, entre parenthèses. Côté charnel, c'est sous le loup. Très attentif. Voilà, Tintamar. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Réputation, répudier, l'acte répudié, pudenta. Donc, le mot apparemment pluriel en latin qui signifierait les parties précises des zones érogènes qu'il faut cacher. Donc, ça concerne une sorte d'impératif, injonction vestimentaire, ne serait-ce que par la main, par une certaine branche d'arbre, etc. Ce qui compte, c'est plutôt l'intention de se cacher. Ombrer, je dirais. Ombrer les parties érogènes et n'est pas exposé en tout cas, c'est ça. Il y a une sorte de pudenta qui est pudique, voilà, troisième registre, c'est pudeur. Pudeur qui vient de pudenta, une troisième registre de pudeur qui n'a pas de règles très précises, c'est complètement intérieurement vécu, un critère absolument, à mon avis, subjectif et appris jusqu'à un certain point, mais on se demanderait toujours s'il y a une pudeur naturelle, c'est-à-dire non acquis et naturel. Inné, est-ce qu'il y a une pudeur innée qui ne consistera que ne pas s'exposer,
n'est pas montré volontairement par exprès. Voilà ce qui est plausible, ce qui se laisse accroire au niveau des analyses de Jean-Jacques Rousseau. Effectivement, j'avais lu quelque part chez Diderot, par exemple, dans le forêt, chez l'homme primitif, dans les forêts, là où, dans une horde de mâles et de femelles, tout le monde, plutôt tous les mâles, ou bien certains mâles choisis, ont droit de s'accoupler avec toutes les femmes qu'ils veulent. Les singes supérieurs, chez les singes supérieurs, donc, ce qu'on observe actuellement, imaginons une anthropologie qui consiste à s'accoupler et qui permet à coupler un certain nombre restreint de mâles avec les femmes plus ou moins attaches entre guillemets sentimentales ou de l'ordre de passion, c'était de jalousie ou passion d'approprier ou châtier l'autre mâle, en faire l'exemple et tout. Voilà, tous les cas de spiritualité comme noyau, comme sémence, non pas encore développées, existeraient chez les singes supérieurs, donc chez les animaux. Chez l'homme aussi, il y a une partie qui recouvre cette zone qui sera une pudeur qui consiste à ne pas s'exposer par exprès, donc et ne pas se cacher par tenue vestimentaire non plus, pas forcément. Il y a plusieurs nuances, se montrer en cachant et se cacher en montrant qui intensifie l'érotisme et chez Rousseau, les passions. Les passions refoulées, ça devient beaucoup plus fort que dans l'état naturel. Donc, intensification des passions, donc obscénité, se trouve naître à partir de pudenta, à partir des actes liés à la pudeur, à l'envie et à la volonté de se cacher provoque les passions. Donc, plus vous vous retirez dans l'ombrage, plus vous êtes l'objet du désir du mâle, peut-être de femelle, je ne sais pas. Il y a, selon les âges, selon les grades, supériorité chez les femelles, dans les singes supérieurs, leur fait des choses extraordinairement compliquées au niveau des passions, surtout concernant les petits singes. Voilà encore exposer la chose autour de pudeur, liée intimement à pudenta. Heureusement que dans la langue latine, nous nous orientons encore un peu dans ce domaine-là. Ça m'intrigue depuis des décennies. Maintenant, ça devient un peu plus clair. Et pour ne pas oublier, pour y retourner, pour repenser la chose. Donc, pudeur et pudenta, donc les contraires finalement, n'est-ce pas? Et puis, a priori, est connu de ne pas avoir honte de pudeur, n'est-ce pas? Impudique. Voilà, il y a des autres séries iniquiétés qu'on utilise dans la traduction des Bibles en français. Iniquité, ça veut dire péché, insister dans le péché, insister dans l'impudeur, apparemment, qui entre dans les séries. Donc, insistance par hasard, une fois, régulièrement, réitération, occurrence dans l'impudeur ou dans le non-attention, je dirais dans la nonchalance ou chalance, c'est un mot rare, se détermine tous nos jugements moraux. Voilà l'essence des choses, qu'il faut y revenir.
Alors, si on cherche minima moralia, c'est-à-dire même pas des principes, mais des actes principaux concernant, on a commencé par la pudeur, donc pudeur, mais pourquoi pudeur? Est-ce dernière limite? Voilà une pudeur spontanée, c'est-à-dire un réflexe de se retenir, de ne pas s'exposer, et même involontairement, donc prendre la conscience de son état, de son corps, et tout ce qui peut engendrer affectivement dans l'esprit d'autrui. Donc c'est par rapport à quelqu'un qu'il s'agit de la pudeur et non pas par rapport à des animaux. Bien sûr, il y a toujours de ne pas s'exposer devant l'animal, mais pour une autre raison, de ne pas être victime, la proie de l'animal, aussi minime qu'il soit, c'est-à-dire un serpent, un petit insecte qui peut vous piquer. Chaque instant, l'homme dans la nature, il est en retenue constant, dans une alerte, dans une vigilance, dans une halte, dans une extrême éveil, et c'est plutôt contraire un regard d'autrui. Donc un semblable, mâle ou femelle, devrait le conforter dans son état. Donc il serait toujours mieux d'être 2, 3, 5 qu'un seul, isolé dans la nature. On n'est jamais isolé parce qu'on est toujours un poids possible. Voilà une pas affranchi dans notre analyse. Donc pudeur ne sera pas uniquement retenue, en tout cas pudeur comme catégorie morale minimale, analysée et construite, on va en trouver des éléments comme halte, vigilance, attention, retenue. Donc un moment du cœur, d'abord un éveil, prise de conscience dans l'image, dans le mémoire reproductif, et bien en prendre acte, c'est-à-dire ne pas réitérer le danger, l'état d'être exposé. Autrui plutôt a priori réconfortant, mais autrui animal, autrui anémie, peut être le sujet à caution, etc. Donc causalité, mémoire reproductif, donc réactualisant les états passés, des mémoires, des souvenirs, et donc une certaine expérience vécue de la vie, et une différence radicale entre l'enfant bébé et l'adulte, n'est-ce pas? L'adulte, a priori, il est sujet à caution, et alors que c'est l'enfant qui est exposé. Donc protéger l'enfant, c'est l'a priori de l'adulte, mâle ou femelle. Et même chez les singes supérieurs, exactement, ça se passe comme ça. Différence d'âge compte énormément. Et le vécu et l'expérience, degré d'expérience. Différence de degré dans les expériences. Et des statuts sociaux acquis à partir de ces expériences, donc des vécus, qui comptent énormément dans la vie sociale, donc intersubjectif. Donc, on a trouvé des moments, des actes princiers, je dirais, parce qu'ils sont souverains, des actes souverains, principaux ou princiers, c'est encore mieux parce que c'est une autonomie prise de conscience et prendre de posture, changer de posture et de vouloir et de ne pas vouloir. Donc, dites-le, je disais, dans l'acte sexuel, dans la population, on s'expose, en tout cas les parties qu'on ne voit pas, c'est-à-dire le dos, tout ce qui est champ non visible par nous,
On est exposé, on est en pleine conscience qu'on est exposé, bien qu'on ne voit pas derrière nous le danger. Le danger, ce n'est pas l'animal féroce, pas toujours, mais une tierce en chaleur. Voilà. Diderot visait exactement comme l'origine de pudeur chez les primitifs, c'est d'être exposé par derrière. Donc, être faible dans le moment le plus intense d'accouplement, qu'on décharge toute l'énergie et qu'on est faible, on se laisse aller, on se moleste et qu'on est sujette à une agression sexuelle le plus possible. Et puis ensuite, toute l'agression physique et jusqu'à le meurtre. C'est possible chez les animaux mammifères supérieurs. Donc Diderot transportait ces observations entre les animaux, donc qu'ils avaient chance d'observer énormément à l'époque, n'est-ce pas, au XVIIIe siècle. On a aujourd'hui beaucoup de difficultés de voir deux chevaux ensemble, alors que les chevaux sont particulièrement féroces pendant leur jeunesse, etc. On n'en sait rien, on n'est que maintenant, dans le XXe siècle, insulter sans limite, eh bien, se vestimenter. Voilà. On ne s'arme pas individuellement, sauf aux États-Unis. On s'arme par les suppléants d'État, des institutions, des lois, etc. On utilise des suppléments, des chaînes de suppléance défensifs. Et parfois, ils peuvent violer, c'est-à-dire attaquer, être offensifs par procuration. C'est-à-dire, ils représentent dans le champ de guerre nous, nos vieux, nos aînés, les petits, les jeunes, les plus agiles. Alors, ils tuent, ils agressent, ils offensent, parfois les plus démunis, les enfants, les femmes, etc. Ainsi de suite. Et ça peut devenir une bobinage, je dirais, je n'aime pas ce mot, mais une sorte de déchaînement qui peut aller jusqu'à agression, violence sexuelle pendant la guerre, dans les épisodes, dans le rhapsode, c'est bien connu, dans les époques, même modernes, et surtout modernes. Eh bien, Diderot est bien cité, l'exact princière sera de Halt, retenu, mordre les lèvres, voilà, c'est bizarre, mais c'est une... et se rougir. C'est très bizarre. Il y a des actes physiologiques concernant pudeur. D'où viennent leurs origines, il faut les citer, il faut les rappeler. Rougissement en chaleur. Les bêtes en chaleur, ils rougissent. Nous aussi, les humains. Mais avant l'acte, la pensée même, image qui traverse l'imagination, suffit à se rougir. Voilà, une précaution intéressante et une manière de dire physiquement non. Pas encore, en tout cas. Et qu'est-ce qu'il y avait? Retenu comme réflexe des mouvements des bras qui se croisent, les jambes qui se croisent, et qu'on représente dans le tableau, les femmes nues, n'est-ce pas, croiser les jambes, jamais exposées en tout cas dans la peinture et sculpture classique, posture des jambes, etc. Très intéressant. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Alors, dans l'état de sport, de délaissement, repos, oubli de soi, fatigue extrême ou partage d'une fatigue, voilà, les gens, ils s'exposent sans crainte. Là,
Effectivement, il y a des bains publics pour ça et des moments, des repos de sportifs, des gymnases. Voilà, on trouve des exemples abondants dans la sculpture et dans la peinture ultérieure chez les Grecs. Alors que les Grecs, ils peignent sous les vases des petites fresques, plutôt des hommes en acte et non pas en repos, à ma connaissance. Toujours agilité, guerre, combat, combat du corps, au moins, avec ou sans armes, exercice, et parfois la guerre même, comme cinématographie pour montrer le mouvement de l'histoire. Voilà pour l'instant. Quand on dit histoire, effectivement, il faut diviser en 3, ou multiplier en 3 plutôt. Histoire de la Terre, géologie. Histoire de la vie, biologie. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Histoire du langage. Troisième instance. Mais on oublie, je crois, quelque chose, n'est-ce pas? Histoire de l'univers, c'est-à-dire astronomie, y compris astrologie. Donc notre place historiquement dans le temps, dans le passé et dans le futur, dans le cosmos. Et le moment où nous nous ouvrons les yeux, c'est l'instant même comme un passage qui n'est pas un lieu privilégié, parce que c'est un moment donné d'un grand récit ou histoire, même dans la cosmogonie, théogonie, mythologie et histoire de la vie bien connue, lentement découverte, et l'homme commence à raconter sa propre histoire en genèse, phylogénétique, épigénétique, ontogénétique, et sa génésis, véritable en tant qu'être vivant. Et histoire du langage, c'est encore le plus difficile. Géologie, effectivement, ça aussi, ce n'est jamais parfait. On sent que le monde, dans son évolution, s'est arrêté à un moment donné et sur lequel nous vivons. C'est jamais parfait, c'est émerveillant par sa diversité. Mais ça nous envoie des signes pour dire que je veux changer et je n'étais pas ainsi. Et j'ai des couches, des strates qui veulent dire quelque chose à toi. Voilà le commencement des sciences. De la moralité, passage à déchiffrage des signes de la Terre, Géos, Gaïa, Bios, Zoé, langage des animaux, langage des oiseaux, et bien, langage d'autrui, d'autres tribus, langage humain qu'on ne comprend pas. Histoire du langage le plus énigmatique chose, et pour être moral, pour avoir retenu, on n'a pas besoin de connaître ou se faire connaître en langage. Donc, visage a une histoire, un vécu. Mais les yeux n'ont pas d'âge, les yeux ne vieillissent jamais, depuis naissance jusqu'à la mort, regardent et jugent. On ne sait jamais s'ils jugent et qu'est-ce qu'ils pensent sur nous. Donc, on a, même devant le bébé humain sans vécu, sans expérience, une certaine retenue et une certaine halte, d'abord pour s'orienter pour son salut, pour son confort, ensuite, d'une manière métaphysique, sur ce qu'il peut penser, ce petit être concernant nous, et qu'est-ce qu'il va devenir en tant que l'homme, non pas encore fait, c'est-à-dire un zéro, une table rase,
qui est au commencement de sa route. Tout passe, le bébé arrive. Tout finit, le bébé commence. C'est ça qui est grande différence ontologique dans le regard d'un bébé qui ne juge pas, qui nous suspend, qui fait des clins d'œil, et nous nous entraînons avec lui pour qu'il s'exerce, pour qu'il voit sans voir, c'est-à-dire avant d'avoir vécu, qu'il imagine des scènes, des signes, qui le fait rire et qui le fait pleurer parfois. Voilà une jolie histoire humaine, assez touchante d'ailleurs. Au revoir. Alors tout à l'heure je disais que la différence d'âge dans l'intersubjectivité compte énormément en ce qui concerne les actes donc moraux, et ce qui veut dire, ça va de soi, que avoir un âge égal donne spontanément une complicité extrême qui va jusqu'à disons, à la cérémonie de mariage qui est inscrit a priori dans une génération intragénérationnelle, le mariage, sauf dans les cas indiqués par la loi, adopter un jeune démuni, c'est le cas, c'est un acte aussi moral, jamais répudié, je dirais. Un acte à répudier, voilà un adjectif. Un acte répudié. Voilà. Répudier, donc, en un sens large en français, c'est bannir, renier, répudier, diminuer moralement, juger sévèrement. C'est ça. Voilà. Donc, une femme divorcée, c'est quelqu'un, non, pas tout à fait ça, c'est prévu un certain nombre de choses, mais oui, en apparence, ça peut se passer comme ça. Une femme divorcée, selon la loi islamique, une femme répudiée, donc, comme si c'était à jamais. Elle n'aura plus droit à une famille, c'est ça, association d'idées, mais je crois que ça ne se passe pas comme ça, des choses prévues. Mais effectivement, ce n'est pas du tout la même chose qu'une femme perde son mari naturellement ou dans la guerre, donc avec la mort, avec le décès, et c'est autre chose tout à fait. Oui, ça donne à penser une inégalité énorme. Ce qu'on voit écrire sur le t-shirt en été, la puta madre, ça je m'étonne de voir en espagnol une insulte si explicite peut s'afficher. Et en plus, dans les pays où on ne connaît pas la langue espagnole, c'est encore plus obscène. Eh bien, en turc, c'est très discriminant, des insultes concernant surtout la mère, n'est-ce pas? Madre, si comme en persan veut dire mader, et pater en persan c'est peder. Donc nous connaissons très bien espagnol à travers perse, la langue perse qui est très bien enracinée dans notre langue, mais qui est oubliée apparemment. Donc madre, c'est la mère, comme on disait en turc, qui est devenu le mot inusité pour dire la mère, d'une manière très gentille et polie. Quand on demande des nouvelles de votre mère, on ne dit pas comment va-t-elle votre mère, mais comment va-t-elle votre madre. C'est ça. Et comment va-t-il votre père? On ne dit jamais votre père,
c'est discriminante, diminuante, une chose biologique, mais on utilise le mot persan. On utilisait dans le siècle dernier, chez les chics, chez les élégants et raffinés ottomans, eh bien, comment va-t-il votre padre peder? Voilà, voilà. Putain madre, alors là c'est 21e siècle, c'est jamais vu, jamais entendu. Alors qu'on entend tous les jours des insultes en turc, sans aucune précaution, directement viser la mer, voilà. Comme en... Voilà, c'est une... voilà, ça peut causer même une assassinat en Turquie, actuelle, moderne. On utilise beaucoup, mais en cachette, c'est bizarre. Voilà, voilà. Une information importante, si vous allez venir et apprendre la langue, notre langue turque.